Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire d'Enership dédié à la collecte Iberia Sol qui débutera demain à 12h30. Alors nous sommes déjà un certain nombre autour de cette table. Comme d'habitude, il y aura sans aucun doute quelques retardataires, donc on va faire traîner un petit peu l'accueil et l'introduction. Donc ce soir, pour vous présenter cette nouvelle collecte, eh bien, je suis entouré de ma collègue Maëva Granjon, qui aura notamment en charge le fait de bien observer les différentes questions que vous serez amenés à nous poser, faire le tri parmi elles pour faire ressurgir celles qui sont les plus souvent posées par chacun d'entre vous. Et pour, bien sûr, rentrer bien dans le détail de cette collecte et pour que vous puissiez bien comprendre et connaître qui sont les acteurs qu'il y a derrière Prosolia, le porteur de projet, je suis entouré ce soir de Javier Martinez, qui est président de Prosolia Énergie. Bonsoir Javier. Bonsoir. Et Javier est, quant à lui, épaulé par Émeric Gouraud de Prosolia également, qui en est le directeur des financements. Bonsoir Émeric. Bonsoir à tous. Voilà, donc maintenant que vous avez les différents intervenants qui vous sont présentés, un petit tour sur l'ordre du jour. Alors, on commencera par le commencement, à savoir vous présenter qui est Prosolia et plus précisément qui est Prosolia Génération. Je pense que c'est essentiel que vous puissiez bien comprendre et connaître cet acteur. Et puis ensuite, on fera toujours en allant du plus large au plus précis, on fera un tour sur le pourquoi de cette collecte, à quoi va-t-elle servir, que va-t-elle financer. Et pour terminer, évidemment, comme à chaque fois, une présentation un peu plus exhaustive sur Enership, comment nous fonctionnons et ce que vous allez devoir opérer en termes de procédure pour vous inscrire et pour investir. Je ne doute pas qu'un certain nombre d'entre vous sont déjà tout à fait rompus à ça, mais c'est toujours bien que de le rappeler. Un petit point maintenant avant de débuter sur l'outil que nous utilisons ce soir pour ce webinaire, c'est toujours le même. Donc là aussi, je pense que vous êtes un certain nombre à le connaître assez bien, mais je vais le répéter pour les nouveaux. Vous avez un onglet questions sur votre droite qui vous permet évidemment de nous en poser, à nous et à Prosolia. Ces questions, vous verrez, vont s'afficher lorsqu'elles sont posées par les uns et les autres, et vous pouvez voter pour chacune d'entre elles qui vous paraît pertinente ou qui est exactement celle que vous souhaiteriez évoquée. Et de ce fait, Maëva pourra la faire ressortir et apparaître sur l'écran pour que nous puissions, avec Javier et Émeric, y répondre. Donc, n'hésitez vraiment pas tout au long de la présentation de poser les questions lorsque nous sommes sur le sujet donné. Cela rend les choses beaucoup plus interactives et plus intéressantes. Donc, c'est vraiment l'avantage de cet outil. Donc, vraiment, n'hésitez surtout pas, de sorte que toutes les questions ne soient pas posées seulement à la fin. Souvent, soit elles ont été oubliées, soit elles sont moins à propos. Donc, voilà, n'hésitez surtout pas d'utiliser cet outil. Je vois qu'il y en a un qui l'a déjà posé. On va y venir. Bon, en avance de phase, et donc pour respecter scrupuleusement l'ordre du jour, je vais donc donner la parole à mes collègues de Prosolia qui vont vous présenter un peu plus en avant cette société et ce qu'elle fait aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup Julien pour l'introduction. Donc, on va essayer de présenter brièvement le groupe Prosolia, qui est un groupe qui est né à la base en Espagne en 2003 et qui a suivi un peu toute l'évolution du marché de renouvelables en Europe, puisqu'on a passé un peu par tous les différents pays, et notamment les pays que vous voyez dans la slide, dans lequel on était aujourd'hui présent, qui sont l'Espagne, le Portugal, l'Italie et la France. Pour bien comprendre qui est Prosolia, nous, à la base, on a toujours été un développeur et constructeur de projets. C'est-à-dire que nous, on s'occupait d'aller chercher les projets à la base, de trouver des accords nécessaires avec des propriétaires fonciers ou industriels des différents éléments, terrain, toiture, etc., pour ensuite construire les projets pour les comptes de tiers investisseurs. C'est depuis quelques temps, 3 ans maintenant,
qu'on a commencé, nous, le groupe Prosolia, à modifier et à transitionner notre plan d'affaires vers un modèle de ce qu'on dit aujourd'hui des IPP, c'est-à-dire de producteurs d'énergie. Et dans ce sens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner les capacités financières pour financer nos propres projets et pas les vendre à des tiers. Et du coup, on va être présent dans toute la chaîne des valeurs des projets. C'est-à-dire qu'on va s'occuper de développer le projet, on va s'occuper de construire et financer, bien sûr, et d'opérer les projets ensuite par la vente d'énergie. Évidemment, nous, on va s'adapter à la régulation selon des pays. Et aujourd'hui, selon les cas, on a divisé notre groupe en 2 typologies de projets. Des projets, on dit de projets, gros projets au sol, pour la vente au marché. Et ce sont des projets qu'on va développer directement sur le projet au sol, pour ensuite financer et vendre au marché directement en principe sans aucune subvention des États, des différents États. Et pour ça, on est des projets en Espagne ou des différents pays dans lesquels on est, avec une perspective de croissance assez importante. Et notamment, on a finalisé un accord récemment pour cette branche de notre activité avec un fonds d'investissement français d'ailleurs, qui nous permet de justement se donner des moyens financiers, de financer nos propres projets et d'accélérer notre croissance au niveau de la création et la production d'énergie des projets en propre. Donc à ces jours, de ce côté-là, on compte avec un portefeuille de plus de 2,2 gigawatts de projets. Ça fait environ 2200 mégawatts qui seront construits ou sont prévus d'être construits dans les 4-5 prochaines années. De l'autre côté, on a la partie de génération distribuée qui est tenue par la société Prosolia Génération, qu'on pourra identifier un peu plus tard ou expliquer un peu plus tard. Et donc, elle porte tous les projets qui sont pas, on va dire, le gros projet au sol. Donc, ça comprend que ce soit les projets en toiture en France, toiture de toute typologie, toiture de hangar agricole notamment. Ah, d'accord. Et de toiture industrielle, mais aussi des projets d'autoconsommation. Projets d'ailleurs qui font l'objet aujourd'hui de cette collecte. Et à ces niveaux-là, ce sont des projets de taille plus petite, en général, entre 100 kg et 10 ou 15 mégawatts de projet. Et l'objectif et l'idée, c'est d'avoir un portefeuille suffisamment distribué et développé pour avoir un partage de risques sur les différents pays et différentes typologies de contrepartie. Et quand on dit contrepartie, ça veut dire que ça peut être l'État, comme les cas dans nos projets en France, parce qu'ils sont des tarifs régulés par l'État, ou c'est des contreparties industrielles dans les cas de projets d'autoconsommation. Prosolia Génération est une filiale à 100% du groupe Prosolia, et il n'y a pas d'actionnaire autre que nous-mêmes. Je pense qu'on a fait les gros. Du coup, dans cette filiale Prosolia Génération, comme je disais, on a tous les projets de génération distribuée. Ça peut comprendre aussi des projets au sol, mais lorsque c'est le cas des projets au sol pour l'autoconsommation. Notamment, par exemple, c'est le cas de centrales qu'on a fait pour Opel en Espagne, qui est déjà construite et qui produit une centrale de 9 mégas au sol, mais qui est pour la vente et la consommation de la part de l'industriel, dans les cas, le groupe Stellantis, entièrement PSA. Et ici, dans cette slide, vous pouvez voir les différentes typologies de projets qu'on peut avoir, des ORR, des hangars, des toitures ou des centrales au sol. Et dans cette différentes typologies de projets, il y a 2 principes, on va dire, de contractualisation. Soit les projets français qui sont, encore une fois, des projets régulés par la CRE ou par des tarifs de guichet ouvert. Et du coup, notre contrepartie sera EDF, EDF en général, la plupart des cas. Et c'est de contrats d'achat classiques d'une durée de 20 ans. Soit on a de l'autre côté un industriel avec une consommation avec qui on trouve un accord par lesquels nous, Prosolia Génération, va investir dans le projet
va construire les projets avec ses propres moyens et ensuite il va vendre l'énergie au consommateur via la signature d'un contrat de vente d'électricité ou un PPA, comme on dit dans le jargon, qui n'est rien d'autre qu'un contrat par lequel le consommateur s'engage à acheter l'énergie pendant une durée d'entre 15 à 20 ans, c'est notre contrat, et du coup de consommer toute la production réalisée ou faite par l'installation solaire, qui peut être soit dans son toit, soit dans une ombrière, ou soit dans un terrain au sol à côté. Ouais, donc ça, c'est ce que tu viens d'expliquer. Donc, dans Prosolia Génération, comme Javier l'expliquait, c'est de la génération décentralisée, donc soit par petits portefeuilles éclatés sur les territoires français, espagnols et portugais. Sur la partie française, pour le moment, c'est essentiellement des hangars. L'autoconsommation va venir aussi. Sur la partie ibérique, on a donc maintenant aujourd'hui à peu près une trentaine, un peu plus de 30 PPA déjà signés avec des industriels. Et donc ces industriels signent des PPA par lesquels nous, Prosolia, on s'engage à développer, construire la toiture. En général, c'est des toitures, mais ça peut très bien être effectivement des ombrières ou même au sol quand c'est des plus grosses centrales. On leur construit la centrale, on investit, on paye avec nos propres fonds. Et ensuite, sur une durée de 10 à 20 ans, en général c'est 15 ans, on leur revend l'électricité générée par leur propre toiture qu'ils consomment. Ils consomment en général l'essentiel, ça va jusqu'à 100%, parfois ça descend un peu plus bas. Ce qui n'est pas consommé est alors revendu, l'excès donc est revendu aux fournisseurs d'électricité locales, vendus au marché, au prix du marché de l'électricité. Et ce qui est consommé est acheté, donc payé. Le consommateur paye pour chaque kilowatt-heure consommée sa consommation à un prix qui est donc agréé à l'avance dans le PPA et qui est construit sur la base d'une décote par rapport à leur prix de l'électricité classique qu'ils paieraient à EDF, par exemple. On leur dit, montrez-nous la facture d'EDF et nous, on vous fait le même prix, moins cher. Donc, c'est hyper bénéfique pour le consommateur, producteur-consommateur. Cette offre commerciale, c'est aujourd'hui un marché qui explose et on signe de plus en plus de PPA. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'aide de la communauté pour financer ces PPA, puisqu'en fait, les consommateurs-producteurs peuvent y gagner. Ils investissent pas, ils récoltent les fruits d'une production d'énergie décarbonée et moins chère que leur fournisseur d'électricité. Dès le premier jour. Dès le premier jour et pendant une durée de 15 ans, à l'échéance de laquelle ils récupèrent la propriété de la centrale. Et après, les panneaux peuvent encore vivre 15 ans de plus. Donc après, ils ont une énergie quasiment gratuite. Ils doivent juste payer le maintien de cette centrale. Juste pour compléter, Émeric, c'est vraiment un sujet qui explose pour les raisons que tu as évoquées et on le voit vraiment bien aujourd'hui depuis quelques semaines, quelques mois, avec l'explosion des tarifs du gaz et d'électricité. On comprend encore mieux pourquoi les industriels sont de plus en plus nombreux à se tourner vers ces solutions-là qui sont des solutions d'avenir pour pérenniser leurs ressources énergétiques à un prix qu'ils maîtrisent, un tant soit peu. Tout à fait, ça c'est un point très important, Julien, parce qu'en effet, nous, au Prosolia, on est présent dans le segment de l'autoconsommation depuis pratiquement le début du marché, donc en péninsule ibérique depuis 5 ans maintenant, et bien sûr, après toute une période de pédagogie et de compréhension par les industriels des bénéfices de telle solution, des situations comme les situations actuelles, évidemment, portent encore plus d'intérêt des industriels sur cette typologie de solutions, puisque déjà ça leur permet de maîtriser leurs coûts, ça leur permet d'économiser dès le premier jour sans forcément avoir à faire des investissements. Et donc c'est comme disait Émeric, une solution qui ne porte que des bénéfices. Que des bénéfices. Et alors je vois des questions, je crois qu'on y a répondu. Une trentaine de contrats, je crois
32 il y a un mois quand on a commencé à travailler avec Enerfip. Maintenant, on devrait en avoir plus signés. Donc le PPA est signé, il ne reste plus qu'à commencer la construction. Évidemment, il faut un permis de construire. Donc il y a un certain nombre de projets qui sont encore dans la phase de permis, mais sinon beaucoup sont déjà prêts à être construits. Et ensuite, quel est le pourcentage? Le pourcentage va dépendre évidemment de la zone, de l'irradiation. C'est pour ça que l'autoconsommation a un peu plus explosé en Espagne et au Portugal, parce que évidemment c'est plus bénéfique vu les niveaux d'irradiation. Mais on peut arriver à des niveaux de 40% d'écoute par rapport au tarif du fournisseur et 20%. Ça va dépendre aussi s'il faut renforcer la toiture en fonction de l'ancienneté du bâtiment. Prosolia, constructeur et promoteur de l'opération, va analyser la toiture et en fonction de son jugement, décider de renforcer la toiture. S'il faut renforcer la toiture, évidemment, ça se remet dans le prix. Donc la déco ne sera pas de 40%, mais peut-être de 15%. Ouais, donc ça va de 15 à 40% du coup. Il n'y a pas de projet similaire. En fait, un des avantages, je dirais, de l'offre Prosolia dans le monde de l'autoconsommation, c'est que bon, déjà, on a l'habitude de faire des projets de type industriel, qui n'est pas le cas de beaucoup de acteurs dans le secteur. Et du coup, on est capable de faire une offre qui est vraiment adaptée aux besoins des industriels dans l'État. Ça veut dire qu'on va analyser pas seulement ou non seulement leur profil de consommation et leur prix d'achat d'électricité, mais aussi leurs besoins en termes de renforcement de structure, de modification de charpente, de couverture, et donc faire une offre adaptée à leurs besoins. Il y a des gens, par exemple, on a fait un projet pour Decathlon à Séville, par exemple, et eux, ils avaient plus d'intérêt à avoir une ouvrière de parking qui leur permettait d'abriter le voiture de ses clients et d'avoir une grosse de cote sur le prix. Et du coup, évidemment, on a fait une offre adaptée à ces besoins-là. Il y a d'autres industriels qui ont plus d'intérêt à avoir une décote plus importante sur le prix. Et donc, on essaie de minimiser le coût de l'investissement pour faire une offre plus attractive. In fine, tous les éléments sont faits pour que, évidemment, Process Generation puisse se retrouver en termes de risque et de rentabilité. Ok, on a une autre question, je crois. Donc, on a une nouvelle question, effectivement. Oui. Ça, c'est effectivement le sujet du surplus. Une très bonne Jean-Marc, qui nous indique que les consommateurs industriels ne consomment pas 7 jours sur 7, effectivement, ne travaillent pas forcément toute la semaine. À qui vend-on l'électricité le jour où le consommateur industriel ne le consomme pas, le dimanche par exemple? Ouais. Donc, en général, il y a plusieurs éléments qu'on utilise dans nos offres. Bon, déjà, on va essayer de dimensionner la centrale sur la base de la consommation, du profil de consommation du client, pour minimiser les surplus de chaque projet. Et par contre, et ensuite, on a des accès au réseau local pour pouvoir injecter et vendre le surplus d'énergie. Il y a certains projets, par exemple, qui sont déjà dimensionnés de certaines façons qu'il n'y a pas de surplus ou très peu de surplus. Donc, on n'a pas besoin forcément de se raccorder au réseau. Mais sinon, en général, la plupart des cas, on va se raccorder au réseau pour vendre les surplus directement sur le marché. Ok, merci pour cette réponse. On continue. Il y a une dernière slide de Prosolia. Je crois que c'est à Émeric de la suite. Oui, honnêtement, c'est simplement nos références, quelques projets clés qu'on a fait par le passé récemment, le projet de Decathlon, le projet de Leclerc. Alors là, on pourrait mettre beaucoup plus de projets aujourd'hui. Sur les projets au sol, il y a un gros projet au sol de 46 MW qui a été construit il y a 3 ans. Il y a des projets un peu plus petits. Là, récemment, on a connecté donc un projet d'autoconsommation pour Opel de 9 MW, qui est le plus gros projet d'autoconsommation en Espagne, qui est aussi au sol, mais directement connecté à l'usine
d'Opel. Et puis ensuite, les toitures industrielles qui sont les plus communes, que vous pouvez voir là. Ça, c'est essentiellement en France, mais il y en a un peu partout. Et les hangars, comme on les a mentionnés précédemment. Ok. Peut-être avant de passer à la suite, on a deux questions. Une de Gérard qui est intéressante parce que c'est dans le cas de figure le plus problématique. Que se passe-t-il si le client s'avère défaillant et que la vente du surplus n'est pas possible pour des raisons de raccordement? Bonne question. Oui, en effet, donc ça c'est un point qui est bien sûr très important et très bonne question. Nous, dans tout le process, bien sûr, on va regarder un certain nombre d'éléments avant d'avancer ou de signer un PPA ou d'avancer sur un projet. Il y a un premier point qui est fait, qui est une analyse des risques de la contrepartie, déjà pour assurer que la contrepartie est solvable et que va tenir au moins la durée du PPA, même si 15 ans, c'est une longue durée, mais déjà que le rein soit solide de ces contreparties pour assurer que le risque de défaillance soit les moindres possibles. Ensuite, à cette analyse de risque-là, on va associer l'analyse de l'accès au réseau, qui, dans certains cas, dans certaines zones un peu plus saturées, que ça devient problématique. Et donc, on va aussi le prendre en compte lors de la décision d'avancer ou pas sur un projet. Mais en général, on a bien cet accès-là. Et dans les situations un peu extrêmes, dans lesquelles, en effet, un cas ou une contrepartie qui avait été validée d'un point de vue de risque fait défaillance et que, pour une raison technique ou sur la situation, on n'a pas pu se raccorder au réseau, et ces cas, ensuite, je répète, est relativement rare, il y a deux solutions. Soit il y aurait un nouveau client qui viendrait s'installer sur cette même toiture dans laquelle on est présent, ou dans la même usine, et à ce moment-là, on pourrait vendre l'énergie directement à ces consommateurs-là. Soit on a la possibilité de vendre l'énergie aux consommateurs voisins. Il y a ce concept d'autoconsommation collective qui existe aussi en France, qui, par la législation, nous permet de vendre l'énergie aux consommateurs qui sont à côté, dans les 500 mètres ou dans le même réseau de basse tension, pour, dans cette éventualité, et bien sûr, pouvoir trouver un accord et leur vendre l'énergie comme si on était une compagnie d'électricité comme EDF ou tout autre. Mais il est important de rappeler, parce que c'est une très bonne question, il est important de rappeler que la probabilité qu'un nouveau locataire ou un nouvel acheteur de l'édifice consomme cette électricité est très forte, puisque le prix de l'électricité est moins cher que celui du fournisseur local. Donc, pourquoi il se priverait de cette électricité? Le risque paraît assez faible. Alors, effectivement, il y a une durée incompressible entre laquelle il y a un défaut et un nouvel entrant arrive, où là, il y aurait effectivement une vente au réseau ou une vente aux voisins. Mais sinon, la probabilité est quand même très forte que sur le building, le nouvel acquéreur consomme. Et un point aussi qui est très important, c'est que quand nous, on négocie nos contrats du PPA, on prévoit à l'avance, dans la plupart de nos cas, qu'en cas de défaillance du client, de la contrepartie, nous, on a un droit, imaginons qu'on a fait l'installation sur la toiture de l'usine, on a le droit de rester sur la toiture pendant plus longtemps que les 15 ans prévus initialement. Donc, si par exemple, en année 7, les clients fait défaillance, nous, on ne devrait pas partir en année 7, on pourrait rester dans la toiture et continuer à vendre, que ce soit à des voisins ou au réseau, et pas jusqu'à l'année 15, comme c'était prévu initialement, mais jusqu'à l'année 30, qui sont les droits en général qu'on prend sur nos projets. Et pour compléter, tout à l'heure, Javier a exposé ce fait. C'est vrai que la pierre angulaire du montage, eh bien, ce sont les contreparties, c'est-à-dire les industriels qui vont acheter cette électricité. Et c'est vrai que là-dessus, Prosolea fait une sélection vraiment extrêmement dure, en tout cas extrêmement précise. Ça répond un peu à une question de Gérard qui demandait qui faisait l'analyse de risque et l'étude de solvabilité. En fait, non seulement
Prosolia et Enerfip, nous nous appuyons sur des agences de notation qui vont vérifier la solidité financière de ces groupes industriels. Par ailleurs, aussi bien Prosolia qu'Enerfip, nous étudions aussi leurs comptes, tout simplement, et ça c'est quand même toujours une très bonne analyse. Et l'ensemble fait que, en plus de cela, il faut savoir que sur le portefeuille de projets dont on parle aujourd'hui et dont on va lancer la collecte demain, une fraction substantielle bénéficie de financement bancaire. Qui dit financement bancaire dit de facto un audit réalisé également par les banques quant à la solidité de ces contreparties. Donc, on le voit bien, on est certes en dehors d'un schéma un peu classique, conventionnel, avec des kilowattheures achetés par un État, mais pour autant, ça n'empêche pas d'avoir une structuration, une approche qui est quand même sécure et fiable dans le temps. Si en plus on regarde les contreparties en question, tout à l'heure, Javier a cité Decathlon, mais il y a également dans le portefeuille de ce qui sera financé à compter de demain, par exemple, Opel, c'est le groupe Stellantis, anciennement Peugeot Citroën. Donc bon, voilà, c'est vraiment des groupes extrêmement solides qui sont en face. Oui, effectivement, je vais dans ton sens. On réalise en interne, nous, une étude sur la base de rapports, en fait, de rapports externes qui nous sont donnés, sur la base des comptes de la société qui nous partagent les 3 dernières années en général. Donc, on fait cette analyse en interne et ensuite, on passe par des banques qui elles-mêmes ont leur propre analyse de risque et nous valident les projets, ce qui nous donne un tampon clé. Mais évidemment, un projet comme Opel, la question se pose pas. C'est plus sur les sujets, sur les entreprises plus petites, où là, notre analyse a besoin d'être complétée par un professionnel de l'analyse de risque. Et ensuite, bon, il y a un dernier élément, on a quand même 30 projets, donc il y a un effet portefeuille qui permet aussi d'amortir s'il y aurait un défaut, parce que ça peut arriver, peut-être qu'Opel ne prendra pas le virage de la voiture électrique et que dans 15 ans, il sera en défaut. Mais même si on ne le croit pas, on a toujours cet effet portefeuille qui fait que on peut tout à fait absorber un ou 2 ou 3 ou 4 projets en défaut et vendre au marché sur ces projets-là et continuer sans problème. Ok, merci. On parle un petit peu de la collecte. Il y a des questions que l'on voit passer. On va y répondre au fur et à mesure. L'idée étant aussi que nous puissions un peu avancer. Merci Javier et Aymeric pour toutes ces réponses. Donc, la collecte qui nous réunit ce soir et qui débutera, donc, je le rappelle, demain à 12h30, donc Iberia Sol. L'objectif, alors c'est une coquille de ma part, c'est 2 millions d'euros qu'on a ciblé avec le potentiel d'un déplafonnement jusqu'à 3 millions d'euros, avec, comme toujours sur Enerfip, un minimum à 10 euros seulement, et dans cet intervalle, la liberté pour chacun de mettre la somme de son choix. Nous serons sur des obligations simples, avec un taux de 5% et une maturité de 4 ans, avec un remboursement du capital qui sera in fine. Bon, ça, c'est pour les modalités, je dirais, un peu simple et principal. Si on rentre un peu dans le détail, c'est ce qu'on a commencé à évoquer depuis tout à l'heure, l'idée c'est donc de financer des projets photovoltaïques en autoconsommation qui vont donc alimenter des sites industriels avec lesquels Prosolia a signé des contrats de gré à gré, qu'on dit en mauvais français PPA, l'acronyme anglophone en fait, tout simplement. Et donc ces contrats précisent le principe de ce qu'a évoqué Aymeric, à savoir un achat de ces kilowattheures produits par ces centrales installées sur site, au plus près des besoins de l'industriel, à un tarif avantageux, c'est-à-dire plus bas de 15 à 40% que les tarifs dont ils bénéficient sur l'électricité du réseau, et tout cela sur une période de 15 ans. Comme on l'a évoqué, dans le contexte actuel, plus que jamais, on s'aperçoit à quel point ces solutions-là sont des solutions d'avenir et extrêmement intéressantes pour les industriels. C'est l'occasion pour eux de s'assurer que 15, 20, 30, 40, 50% peut-être de leurs besoins électriques seront fournis par une énergie dont ils maîtrisent les coûts. Et ça, c'est quand même extrêmement important. Ce qui caractérise aussi cette collecte, ce qui en fait sa force, c'est que tout d'abord, il y a une garantie financière à première demande de la maison mère du groupe Prosolia, qui, en cas
de non-remboursement de Prosolia Génération se substituerait à cette structure pour rembourser les obligataires. En plus de cela, donc on vous l'a présenté, nous avons des contreparties qui vont donc être acheteurs de ces kilowattheures, qui sont des contreparties vraiment de premier ordre et de très bonne qualité. Et s'ajoute à cela le principe que 70% des projets en Espagne bénéficient déjà d'un financement bancaire et un peu moins de la moitié sur la tranche portugaise. Donc, ça veut dire qu'il y a eu aussi un troisième regard, en plus de celui de Prosolia et d'Enership, qui a été porté sur ces projets et sur leur montage économique et financier. Donc ça, c'est plutôt très rassurant pour les investisseurs. Et on a Hervé qui nous fait un commentaire, je me permets de le mettre, qui, effectivement, les intérêts étant versés semestriellement, c'est un plus. Tout à fait. Merci Hervé de faire un peu de positif en plus sur cette collecte. Je poursuis. Donc sur ce financement, si on rentre un peu plus dans le détail, donc le portefeuille dont on parlait Émeric et Javier s'élève à 32 projets en tout, principalement sur la péninsule ibérique, et il totalise 44 mégawatts. Donc on se rend bien compte là de la force de frappe de sur cette région géographique, bien sûr, mais aussi sur l'appétence qu'il y a côté industriel à aller chercher ces solutions de fourniture d'électricité. Et donc, c'est aussi une innovation parce que on est absolument convaincu que ce qui se passe aujourd'hui en Espagne et au Portugal préfigure sans aucun doute ce qui va arriver en France. Il y a, de par les différences de marché, une certaine avance qui a été prise par l'Espagne et le Portugal sur ces questions-là. Et on peut vraiment anticiper le fait qu'on aura exactement les mêmes opportunités à venir sur le marché français. Julien, j'en profite. On a une question d'Henri. On a beaucoup parlé sur les projets de l'autoconsommation, mais pas vraiment des autorisations. Alors, la question d'Henri porte justement sur cet aspect-là. Est-ce que les projets sont autorisés? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que des PC ont été obtenus? Comment ils géraient le risque à ce niveau-là? Peut-être Javier. Effectivement, donc dans le développement d'un projet, il y a d'abord la négociation du PPA avec le client final, consommateur-producteur. Pendant cette phase-là, il y a aussi l'étude technique, comment on va construire les panneaux. Et une fois le PPA signé, ou un petit peu avant, une fois qu'on sait que le PPA va être signé, on se lance dans les permis, donc essentiellement le permis de construire. Et la construction ne commence pas et donc l'investissement ne commence pas tant que le permis n'a pas été obtenu et sans recours. Donc certains projets sont encore dans cette phase, d'autres sont déjà permis, certains sont avec des PPA qui vont être signés. Donc tout se joue un peu à ce moment-là. On ne parle pas de centrale au sol de 1 gigawatt, donc c'est des permis qui peuvent être obtenus de manière relativement rapide par rapport à des projets au sol. Mais effectivement, il faut que tout soit dans les normes. Et bon, Prosolia fait ça depuis 10 ans, donc on sait exactement comment ça fonctionne en fonction de la région, du pays et de la localité. En tout cas, c'est important de noter, comme dit Émeric, qu'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas les permis. Donc, si éventuellement il y a un projet qui, pour une raison X, qui est très rare, compte tenu du fait qu'on parle de l'autoconsommation, n'obtiendrait pas les autorisations nécessaires, du coup, ce projet il se construirait pas et donc il n'y aurait pas d'investissement. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de risque en tant que tel. Le seul risque, ce serait de substitution de ce projet par un autre. Ok, merci beaucoup. On a une question qui peut intéresser pas mal de monde de la part de Mathieu, qui concerne cette fois plutôt le financement. On a indiqué effectivement qu'un financement bancaire était en place pour les projets dont on est en train de parler. Et Mathieu nous demande comment le financement peut être senior si une banque se positionne sur ces projets. Alors, c'est effectivement une bonne question. Et donc, la solution est en fait assez simple. C'est que Prosolia Génération, qui va réaliser l'émission de ces obligations simples,
détient les sociétés projets qui portent les actifs en question. Et les financements bancaires se font au niveau de ces actifs et non pas au niveau de Prosolia Génération. C'est ce qui fait que la seniorité de l'investissement participatif est factuelle et que dans le cas contraire, si effectivement Mathieu a raison, s'il y avait eu un financement bancaire à ce niveau-là, de facto, c'est ce qui se passe très communément, eh bien, le financement participatif se retrouve junior vis-à-vis du financement bancaire. On continue. Alors là, c'est un petit rappel ou une information. Alors, je suis désolé pour celles et ceux qui sont déjà des aficionados de cette thématique, mais c'est quand même toujours bien que de le redire. Qu'est-ce qu'une obligation? Eh bien, une obligation, c'est peu ou prou un prêt avec comme différence substantielle que vous avez possibilité à tout moment de revendre ces obligations à qui vous le souhaitez. Donc, ça répond à une question que j'ai pu voir passer tout à l'heure, quant à savoir si ces obligations étaient éligibles sur le marché secondaire. La réponse est oui, puisque c'est l'essence même de ces obligations qui, en plus, contrairement aux projets lauréats creux, où il y a des notions de territorialité, là, on n'est absolument pas sur ce cas de figure s'agissant d'Iberiasol. Donc, voilà, une obligation, c'est comme un prêt, avec cette nuance-là de cessibilité et donc de possibilité de retrouver de la liquidité dans votre investissement. Ça, c'est quand même un point favorable tout à fait important. Et donc, une fois que vous investissez, vous choisissez le montant à partir de 10 € et dans la limite du maximum de la collecte, et vous allez percevoir vos intérêts à qui est convenu, et le capital, lui, sera remboursé dans le cas de cette collecte à la fin de sa maturité, en l'occurrence de 4 ans. Voilà. Et en général, sur Enerfip, nous proposons des collectes avec des obligations qui présentent des taux d'intérêt qui vont de 4 à 7% selon le niveau de risque, et sur des durées qui vont de 1 an à 5 ans. Un point aussi qui est essentiel pour vous les investisseurs, c'est que il n'y a pas de frais. C'est un point majeur chez Enerfip, et c'est depuis les origines de la plateforme, quand nous l'avons créée, nous avons souhaité introduire ce principe qu'il n'y a aucun frais à aucun moment pour les investisseurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre rémunération, nous la percevons du côté du projet et du porteur de projet. Ensuite, s'agissant des risques, nous sommes tenus, bien sûr, de par notre agrément que nous avons auprès de l'autorité des marchés financiers, de bien vous informer sur les risques potentiels qui recouvrent chacun des investissements que nous proposons. Et donc, typiquement, sur celui de Iberiasol, il y a à la fois des risques de construction, des risques de contrepartie, des risques techniques, administratifs, et vous le verrez si vous allez sur notre page projet, et dans le document d'information réglementaire, nous expliquons un peu plus dans le détail comment nous répondons à chacun de ces risques potentiels. On a par exemple ce soir traité du risque portant sur les contreparties et de l'approche que nous mettions en œuvre avec notre partenaire Prosolia pour limiter et encadrer ce risque au maximum. Alors, comment fonctionne une collecte en obligation? C'est très facile. On a un émetteur, dans notre cas présent, c'est Prosolia Génération, qui va émettre des obligations auprès des citoyens. Alors, il y a aussi sur ce schéma les collectivités, parce que depuis maintenant quelques mois, quelques années, elles peuvent investir sur des plateformes telles qu'Enerfip, et au passage, sachez qu'il y en a une petite vingtaine d'entre elles qui ont déjà investi sur des collectes de leur territoire. Donc, ça se démocratise également du côté des collectivités, ça c'est intéressant. Et évidemment, pour que vous ayez une vue d'ensemble, la fiscalité qui s'applique à votre investissement est ce qu'on appelle en mauvais français la flat tax, ou le prélèvement forfaitaire unique, PFU. Et cette flat tax, elle est de 30%, c'est une retenue à la source, et elle se divise entre la CSG-CRDS, les prélèvements sociaux, pour un montant de 17,2%, et le solde, 12,8%, c'est le prélèvement forfaitaire libératoire au titre de l'impôt sur le revenu. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous percevez à échéance vos intérêts sur Enerfip, sur votre livre Enerfip, vous percevez le net de vos gains.
je finis rapidement sur Enerfip, et après je pense qu'on fera un petit topo sur les questions qui se sont posées. Donc, notre vision, comment nous abordons les choses. Évidemment, le but, c'est de promouvoir ce circuit court qu'offre le financement participatif afin de flécher l'épargne des Français et des habitants du continent européen maintenant vers la transition énergétique, parce que c'est, à nos yeux, l'un des secteurs qui fait énormément de sens et vers lequel nous devons tous aller, à la fois dans nos travaux au quotidien ou dans nos investissements. Et donc, pour tout cela, il y a nécessité de faire un travail de pédagogie, d'information que nous faisons sur notre site Internet en essayant de rendre le plus intelligible possible les notions d'investissement et les notions techniques qui portent sur la transition énergétique et les énergies renouvelables. À ce stade, sachez qu'on a maintenant lancé la société en termes d'activité en septembre 2015, et donc en un peu plus de 6 ans maintenant, nous avons levé plus de 142 millions d'euros. Ça fait un peu moins de 300 projets financés. Je vous avoue que au démarrage, on ne pensait pas atteindre aussi vite de tels chiffres. C'est assez énorme. Sachez que sur ces 142 millions d'euros, on en a collecté plus de 74 millions sur le seul exercice 2021, alors que nous sommes que fin octobre. Donc je crois que ça démontre aussi cette volonté un peu sociétale de nous tous en tant que consommateurs et citoyens de pouvoir choisir où va notre argent, à quoi et à qui il sert. Et ça explique sans aucun doute la réussite du financement participatif dans la transition énergétique. On a aujourd'hui environ 30 000 membres inscrits sur Enerfip. On a 600 à 800 de plus par mois, et nous sommes 22, principalement basés à Montpellier. Évidemment, pour faire notre métier, il faut avoir montré patte blanche et être passé par les fourches codines de l'autorité des marchés financiers et de la CPR. Donc c'est important, c'est pas un moment de plaisir quand on y passe, mais c'est essentiel, évidemment, vous vous en doutez. Retenez que vous pouvez à tout moment, en vous rendant sur le site de l'ORIAS, aller vérifier que telle ou telle plateforme est régulièrement enregistrée et bénéficie bien d'un agrément. Vous avez une barre de recherche en haut à droite. Surtout, n'hésitez jamais d'aller vérifier ça. C'est très important parce qu'il y a bien sûr toujours des petits malins qui essayent de monter des petites arnaques. Voilà, je vais finir avec le processus d'investissement. Excusez-moi. Je rentre bien dans l'hiver, avec un processus assez simple qui lui aussi est réglementaire. Vous vous connectez sur Enerfip, vous créez votre compte, vous avez un questionnaire à remplir qui va vous prendre environ 5 minutes, et vous laissez dessus une pièce d'identité. Ça fait partie des procédures lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme obligatoire, et ensuite vous êtes régulièrement inscrit et vous pouvez investir. N'oubliez pas, quand vous le faites, ce faisant, on structure une belle documentation juridique, réglementaire, qui est à votre disposition en téléchargement avant l'investissement. Et c'est vrai que c'est une documentation assez complète, avec beaucoup de choses, mais en tout cas, vous pouvez trouver en général réponse à l'ensemble de vos questions. Voilà. Et avant de revenir sur les questions, sachez que parmi les petits plus que vous pouvez avoir sur Enerfip, il y a notamment le livret mineur qui vous permet de créer un livret pour les enfants dont vous avez la charge. Je fais un petit clin d'œil au passage à Ravière, qui est papa d'une petite fille depuis quelques semaines. Et donc, Ravière, tu pourras également créer un livret mineur pour elle dans les semaines qui viennent. Voilà. Et il y a d'ailleurs, à ce sujet, on a une opération parrainage qui est intéressante, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Le service client qui sera à votre écoute, Pauline, Valérie et Maëva, soit au 04 119 34 111, soit à l'adresse courriel service client en un seul mot au singulier @enerfip.fr. Voilà, on va pouvoir en venir aux choses peut-être plus intéressantes pour certains d'entre vous. Les questions-réponses qui sont assez nombreuses, et donc je vais peut-être laisser Maëva qui a dû procéder à un petit tri, les faire passer les unes après les autres. Et là, Ravière et Émeric, ça va être à vous de jouer, je pense. Alors effectivement, on peut continuer peut-être sur le sujet de l'autoconsommation qui
qui a beaucoup intéressé, et plus particulièrement au sujet du raccordement. Comme en France, on est un petit peu moins familier avec ce type de sujet, Bernard nous posait la question suivante. Alors, il constatait dans un premier temps que le coût du raccordement au réseau en France pour une centrale photovoltaïque était assez coûteux. Est-ce que dans le cas où on souhaite vendre que le surplus, comme c'est le cas pour l'autoconsommation, le raccordement serait moins cher? Javier, Aymeric, je pense que vous pouvez peut-être nous éclairer là-dessus. Oui, du coup, c'est pas parce que on va que vendre une part de l'énergie que le coût serait moins important, mais en général, vu qu'on est en zone industrielle, le réseau est plus renforcé et donc on retrouve des coûts de raccordement moins importants que sur d'autres typologies des projets, comme peuvent être les projets au sol ou les projets des hangars agricoles qui sont dans des zones moins peuplées et moins consommatrices. Je ne sais pas si ça répond à la question. Effectivement, ça y répond. En complément, on a une autre question de la part de Mathieu qui souligne effectivement que le but de l'autoconsommation, c'est d'améliorer l'adéquation production-consommation du client. Est-ce qu'il est aussi prévu des solutions de stockage dans ce cadre-là? Pas à ce jour. Quand on fait nos études, on essaie de proposer la solution qui s'adapte au mieux à nos clients. Et pour le moment, il n'y a pas de solution de stockage qui, on va dire, présente un avantage importante aux solutions d'autoconsommation. Ça, et je dis pour le moment, puisque on étudie déjà les différentes solutions qui existent sur le marché pour essayer d'augmenter la part d'autoconsommation qu'on est capable de fournir à nos clients lorsque les solutions de stockage seront optimisées d'un point de vue économique, notamment. Mais pour le moment, aucun de nos projets qui font objet que ce soit ceux qu'on a déjà réalisés, que ce soit ceux qui font l'objet de cette collecte, ont des solutions de stockage. Il est important de dire, est-ce que c'est une bonne question, puisqu'on ne produit que quand il y a du soleil et que la consommation, c'est que quand l'usine tourne, donc probablement pas le dimanche, ce qui n'est pas vrai pour toutes les entreprises, mais en général, dans ce cas-là, il y a un décalage. Mais d'une manière générale, la production d'électricité est bien inférieure à la consommation du client. Donc même si on produit, notre pic de production passe quand même en dessous de son niveau de consommation. Donc tout ce qu'on, voilà, c'est pour ça qu'en moyenne on est à 90%, je crois que c'est 87% de la production de la centrale solaire est autoconsommée. Et récemment, avec les prix très élevés de l'électricité, on arrive plutôt à 100%. Ils se débrouillent, ils changent et on voit que leur production d'usine vient s'adapter, c'est plutôt l'inverse, s'adapte à la production d'électricité quand ça a vraiment des bénéfices. Ok, merci. On avait ensuite une question de Patrick au sujet de la gestion des risques. Est-ce que Prosolia contracte directement avec les bailleurs des locaux ou avec l'exploitant commercial, dans le cas où le propriétaire ne serait pas exploitant? En effet, si le contrat est passé avec le bailleur, le propriétaire du gros œuvre, que se passe-t-il si le preneur fait l'objet d'une procédure collective? En général, on contracte toujours avec des propriétaires du site où on va faire l'installation, qui est le propriétaire foncier. Dans les cas où ce propriétaire n'est pas la même personne physique ou juridique qui va consommer l'électricité, à ces moments-là, on va signer avec les deux contreparties. C'est-à-dire qu'on signerait un contrat tripartite par lesquels les propriétaires fonciers nous cèdent les droits du site, là où on va faire l'installation, et le bailleur s'engage à consommer et acheter l'électricité. Du coup, dans le cas où le bailleur serait en procédure collective, effectivement, il arrêterait de consommer l'électricité, mais nous, on aurait toujours ce droit de garder notre installation parce qu'on a aussi signé avec le propriétaire. Ok.
On a une question de Benoît. Je pense qu'on peut la faire apparaître. C'est intéressant de mettre en perspective avec le marché français. Benoît nous demande sur les projets en France, est-ce que l'électricité est vendue toujours à EDF ou est-ce qu'il y a parfois aussi des contrats de pilotage? À ce jour, tous les projets qu'on réalise en France sont soumis à obligation d'achat, qui en général c'est EDF, sauf quelques cas très particuliers de compagnies régionales. Mais sinon, oui, c'est EDF. Et même si on développe déjà le même marché de consommation sur base de PPA en France également, le même qu'en péninsule ibérique, on n'a pas encore de contrat de PPA en France. Effectivement, mais ça ne serait tardé. On a une question qui est intéressante parce qu'on l'a souvent cette question, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est dans le contexte espagnol. Est-ce que Javier ou Émeric, vous pourriez nous dire comment est assuré le recyclage des panneaux en fin de vie en Espagne? Dans nos cas de projet de consommation, vu que nous, ce qu'on propose, c'est une solution par laquelle nous, on va vendre l'électricité pendant les 15 premières années, et que par la suite de ce contrat, c'est le consommateur qui va devenir le propriétaire de l'installation. Du coup, c'est à lui d'assurer les recyclages des panneaux en fin de vie. Étant donné que la durée de vie d'un panneau photovoltaïque aujourd'hui, c'est d'un minimum de 30 ans en général. Sinon, pour le reste, l'Espagne est soumise aux mêmes règles que la France, puisqu'ils sont des règles européennes, pour assurer le recyclage des panneaux en fin de vie. Oui, il y a organismes type PV Cycle et compagnie. Oui, voilà, il y a des points de collecte PV Cycle en Espagne et surtout l'ensemble de la péninsule ibérique pour effectivement répondre à ces obligations d'ordre européenne. C'est vrai. Ok. Eh ben, j'ai l'impression qu'on a fait à peu près le tour. Je vais répondre un peu à toutes les questions qui ont été posées, j'ai l'impression. Ah, peut-être une dernière. Ah oui, pardon Gilles. Excusez-nous. Je l'avais zappé celle-là. Gilles nous demande est-ce qu'un bilan carbone intégrant le cycle de vie des installations est produit pour chaque projet? Non, il n'y a pas un bilan carbone en tant que tel qui est réalisé pour chacune des installations. Le bilan carbone qui est fait en France pour les élections de la Creux sont assez spécifiques de cette typologie de projet, mais en général, il n'y a pas de bilan carbone qui est réalisé pour chacune des installations. Ok. Bon, cette fois-ci, je crois que je ne commettrai pas d'impair en disant qu'on a répondu à toutes les questions. Évidemment, vous avez toujours la possibilité, sur la page du projet, vous avez un onglet commentaires, si jamais d'autres questions vous viennent d'ici à demain, 12h30, démarrage de la collecte. N'hésitez surtout pas, nous tâcherons de vous répondre le plus rapidement possible, avec l'aide de Prosolia, bien évidemment. En tous les cas, je tiens à vous remercier toutes et tous pour d'avoir assisté à ce webinaire. Je remercie également Javier et Émeric, qui sont, je crois, à Valence, en Espagne, d'où ils nous répondent. Voilà. Et puis, bien sûr, merci à Maëva qui m'a accompagné ce soir. Donc, voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions subsidiaires, préparez-vous, mettez-vous dans les starting blocks demain à 12h30 pour cette collecte et ce bel investissement. Et d'ici là, eh bien, je vous souhaite une très belle soirée. À très bientôt. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Julien. Au revoir.